Radio Libertaire 89.5, 14h, l'émission en bâton rompu avec Henri Laborie, 5e volet d'une série d'émissions qu'Henri Laborie a fait sur nos antennes. Et voilà, on termine aujourd'hui donc en parlant plus particulièrement de la colombe assassinée. Henri Laborie, merci d'être venu. Bon, vous savez très bien que j'ai beaucoup de plaisir à venir. Alors on va parler, dans votre livre, vous évoquez de l'agressivité, vous parlez de l'agressivité et de la violence. Et moi j'aimerais savoir comment s'est passé, comment s'est déroulée la rédaction de ce livre, et puis comment est né ce livre, puisqu'il y a des petits passages comme tout à fait intéressants. C'était un livre sur comment au départ, je crois. Oui, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est un livre assez peu conforme, si vous l'avez lu, vous allez vous en rendre compte. Et je fais partie d'un comité scientifique de la Fondation pour la recherche de la défense nationale. Et il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, le président de ce comité, le général de Bordas, m'a dit on serait content, la Fondation serait contente si vous pouviez écrire un livre sur une question que vous connaissez bien, c'est l'agressivité. J'avais déjà écrit un livre, il y avait 14 ans de ça, ou 16 ans même maintenant, l'agressivité détournée, et j'avais pas mal de choses à dire, je ne retire rien de ce qui était dans ce précédent livre. J'ai beaucoup de choses à dire depuis, parce que j'avais compris un certain nombre de choses, j'avais lu beaucoup de choses, que c'est une question qui a été étudiée un peu partout et par toutes les disciplines. Donc j'ai accepté avec plaisir d'écrire ce livre, qui au fond, si vous voulez, avait pour moi une motivation importante, à savoir que tout le monde a parlé de l'agressivité, que ce soit les psychologues, les sociologues, les économistes, les politiques, et aussi les biologistes, les neurophysiologistes, les biochimistes du cerveau. Mais on a l'impression que tout ça ce sont des pièces détachées et qu'il était intéressant de réunir les pièces du PUDS pour en faire un tout cohérent. C'est bien que j'ai accepté avec plaisir d'écrire ce livre, parce que j'ai l'impression que j'étais au point au moment où j'avais suffisamment de documents et moi-même j'avais évolué dans ma recherche suffisamment pour comprendre plus largement et faire un tout cohérent, je le répète. Alors, j'ai écrit ici, puis quand il a été rédigé, et que je l'ai porté au général de Bordas, je lui ai dit, écoutez, je vous l'apporte, mais je pense que vous ne publierez pas. Parce qu'effectivement, c'est un livre assez profondément anarchiste, puisque nous sommes entre anarchistes. Et il a dit, mais écoutez, ne décidez pas avant nous, on va voir. Alors il l'a donné à 4 généraux à lire, et 15 jours après, il m'a dit, mais nous sommes heureux et fiers de le publier. C'est paradoxal, heureux et fiers. Alors heureusement, oui, non, ils ont été heureux et fiers. Je veux dire que quand j'ai eu à l'exposer devant la commission, devant le comité, ça a été reçu avec pas de critiques, il y a eu des interrogations, et c'était assez chaleureux. Et comme j'avais la certitude qu'il ne publierait pas, j'ai été surpris et j'avais pris contact déjà par avance avec Grasset. En disant, est-ce que vous l'accepteriez de publier? Il a dit bien sûr. Et quand la Fondation a voulu le publier, j'ai dit, écoutez, il y a Grasset, est-ce que vous pourriez vous mettre en rapport avec Grasset? Si bien que l'affaire a été très simple. Ils ont publié avec 1000 exemplaires, je crois, distribués au président de la République, aux ministres, à quelques généraux et quelques personnalités marquantes. Et Grasset, 6 mois après, je crois, a repris l'édition, sous une autre forme d'ailleurs, sans rien changer au texte, et l'a publié pour le grand public. Voilà comment l'histoire de ce livre. C'est assez amusant, effectivement, de constater que, et bien que ce soit un milieu dans lequel, la Fondation soit un milieu dans lequel il y a beaucoup de généraux, il y a tout de même un caractère assez ouvert pour admettre que les choses puissent être dites. Je ne pense pas que ce soit en URSS, si vous voulez, qu'on ait pu le faire, ça, une chose pareille. Mais si les Russes
ont publié 3 de mes bouquins, sont des bouquins purement scientifiques dans lesquels il n'y a pas des débordements dans les sciences sociales. Alors, et aucun de mes livres ayant cet impact n'a été retenu par l'Académie des sciences du RSS, je dois dire. Malgré toute la gentillesse qu'ils ont envers moi, ça je reconnais aussi. Et l'estime d'ailleurs. Alors voilà comment a été fait ce livre. Pour moi, il m'a fait plaisir à écrire parce que ça m'a mis les choses en place. Et une fois de plus, m'a permis avec des documents venant des sciences humaines, de fertiliser, si j'ose dire, ces sciences humaines avec une approche, avec des sources d'information qui sont celles de la biologie du comportement, en essayant au début de le faire d'une façon très simple. Ça m'ennuyait d'ailleurs parce que j'ai eu l'impression de me répéter. Si bien qu'au début, déjà dans l'introduction, je dis que ceux qui sont persuadés, qui ont lu mes précédents livres, ou qui sont persuadés d'en savoir suffisamment sur la biologie des comportements, donc à commencer à la page 83. Et quand j'ai parlé un soir à la radio avec une émission qui s'appelle Adrénaline, un téléspectateur, un auditeur, a téléphoné en disant, ben voilà, moi j'ai bien lu les livres de Laborie et à qui dois-je m'adresser parce que j'ai commencé à la page 83. Alors, est-ce qu'on peut m'embourser? Alors je lui ai dit, écoutez, c'est simple, vous avez le prix de votre livre, que vous avez payé votre livre, vous avez le nombre de pages, divisé par le nombre de pages de prix de votre livre, multiplié par 83, envoyez-moi la note et je vous rembourserai. Mais ne répondez pas quand même cette notion-là, parce que si beaucoup de gens ont commencé à la page 83, ça me reviendrait cher. Dans votre livre, vous égratignez quand même sérieusement et allègrement certaines notions de liberté, d'égalité, fraternité et également la notion de patrie et la réaction des militaires vis-à-vis de ça. Vous avez dit que c'était très ouvert. Oui, ils ont accepté que je... Ça correspond à quoi pour eux? On parlait tout à l'heure Mais je pense, je ne sais pas, je ne veux pas me mettre à leur place, donc je ne peux pas. Mais j'imagine, si vous voulez, que beaucoup d'entre eux ne sont pas des andouilles, et qu'ils ont une culture assez vaste aussi, et ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ont entre les mains actuellement des instruments de mort extrêmement efficaces, et ils ne sont pas très sûrs que s'ils avaient à l'utiliser de leur bon droit. Ils sentent entre les mains d'un pouvoir politique, et ils sentent effectivement le bras percutant d'un État, et vous avez vu l'État, comment je l'arrange, et ils n'osent pas le dire parce que c'est leur fonction. Ils ont à remplir une fonction, même s'ils ne sont pas, ils vont pas se mettre à la retraite d'office. Quelques-uns le font de temps en temps, mais c'est rare. Et je pense que quand quelqu'un qui n'a pas de dépendance hiérarchique, qui n'appartient à aucune institution, et dont le travail s'organise avec une autonomie économique assez exceptionnelle, peut dire ce qu'il peut-être il pense, sans vouloir en être parfaitement conscient, ça ne les ennuie pas. Ils sont plutôt heureux de ça. Puis ça montre en plus que, justement, la Fondation est assez ouverte pour admettre des opinions qui ne sont pas celles qui, d'habitude, sont exprimées dans ce milieu. J'aimerais qu'on aborde tout de suite dans le sujet l'agressivité. Alors l'agressivité résulte de l'apprentissage d'une société et ne résulte pas, donc l'agressivité n'est pas innée pour l'homme. C'est quand même assez important comme affirmation. Bah, écoutez, ça va en brèche des tas de... Et ça me semble assez simple à prouver, si vous voulez, en passant de l'animal d'ailleurs à l'homme. Mais j'essaie, pour me faire comprendre, de donner une vue caricaturale. Un enfant qui vient de naître n'est pas agressif. Il le devient. Et il le devient à partir du moment où il apprend, tout s'apprend, où il apprend qu'il y a des objets qui sont nécessaires à son bien-être, à son bonheur, à son équilibre biologique finalement, et qu'un autre essaie de lui prendre. C'est-à-dire qu'il découvre, non pas l'instinct de propriété, mais qu'il apprend la notion de propriété. La notion de propriété ne vient que de la compétition. Alors,
il y a 36 formes, bon, pas 36, mais il y en a une bonne dizaine d'agressivité, qui ne sont pas toutes les mêmes, qui n'ont pas les mêmes mécanismes centraux. Mais il y en a pour lesquels je me demande si on peut conserver encore le nom d'agressivité. Je veux parler par exemple de l'agressivité prédatrice. Et je répète souvent que quand un lion saute sur une gazelle, il est agressif, suivant la définition que j'ai donnée de l'agression. La définition que j'ai donnée de l'agression, c'est la quantité d'énergie cinétique qui est nécessaire pour augmenter l'entropie d'un système. Ça veut tout simplement dire apporter dans un système organisé, un être vivant, un système organisé, du désordre. Ça, l'agressivité. Alors, quelquefois, elle est directe. Le coup de poing dans la figure, ça va faire un désordre, vous aurez l'œil au beurre noir. Quelquefois, elle est indirecte par le langage, ça c'est l'homme, qui peut parler et être agressif d'une façon d'engager et remarquer qu'il y a déjà un progrès. Plus ça permet d'écouler un peu son agressivité. Comment? Ça permet d'écouler un peu son agressivité. Oui, ça permet de transformer l'autre, finalement. Même le déstructurer à un certain point. Dans ses jugements, dans l'opinion qu'il avait ou de vous, ou d'un sujet quelconque qui est commun aux deux. Mais dans l'exemple que je prenais de la lionne qui saute sur une gazelle, elle n'en veut pas la gazelle, elle n'a aucune affectivité vis-à-vis de la gazelle, elle a faim et elle se débrouille pour manger. C'est comme la ménagère qui va chez le boucher, elle n'en veut pas au bœuf, elle n'a aucune animosité contre le bœuf. Et ce qui peut, je termine d'ailleurs le livre sur cette notion qui me choque effectivement, personnellement, qui choque notre vision humaine de la justice, du bonheur, de l'équilibre, à savoir que toute cette planète est habitée par des espèces qui se mangent les unes les autres, qui ne peuvent survivre en tant qu'individu, en tant qu'espèce, qu'en ayant un objet de prédation, c'est-à-dire par la mort, la souffrance, la douleur d'une autre espèce. C'est quand même curieux, que ce soit un immense charnier. Seulement, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que entre les espèces, il y a prédation, mais à l'intérieur d'une même espèce, il y a exceptionnellement, on pourrait presque dire par erreur, meurtre d'un individu sur un autre individu. Seul l'homme est capable de tuer son semblable. L'animal ne le fait pas. C'est pour ça qu'ils nous sont très supérieurs, d'ailleurs. Donc, il y a cette agressivité prédatrice. Il y a une agressivité de défense, quand vous avez mal, quand on vous fait mal. Et souvent, d'ailleurs, savoir où cette agressivité défensive n'est pas conjointe, complémentaire d'une agressivité qui, en fait, est la seule agressivité, à mon sens, l'agressivité de compétition. Parce que dans la compétition, il y a un dominant qui va punir pour établir sa dominance. Il va être agressif vis-à-vis du dominé. Et l'agressivité défensive va naître de cette agressivité entre deux ou n individus. Donc, il est déjà très difficile de distinguer l'agressivité défensive de l'agressivité de compétition. En réalité, on peut, sur le plan nerveux central, je crois qu'on peut le faire. L'agressivité défensive vient en fait toujours d'un élément douloureux. Et l'animal devient agressif que quand on est une électrode dans certains faisceaux où il ressent une douleur. Alors que l'agressivité compétitive met en jeu une recherche du bien-être qui s'obtient dans ce cas-là par la dominance. Voilà. Si bien que chez l'homme en particulier, l'agressivité défensive est de plus en plus rare. Mais par contre, l'agressivité de compétition, elle existe entre les individus, entre les groupes sociaux, entre les États, entre les blocs d'États. C'est vraiment la compétition pour l'obtention, non pas pour l'obtention de la dominance, l'obtention de la dominance pour l'obtention des biens gratifiants. Que ce soit de l'acier, du mazout ou votre bagnole, votre chénifie ou autre chose. Il est important, je pense, quand même de séparer les besoins fondamentaux de l'homme et les besoins acquis, justement du fait d'une culture. Oui, les besoins fondamentaux font appel
à ce qu'on appelle des instincts, des comportements instinctifs. En fait, on pourrait peut-être élargir un peu, là, mais très peu. Il y a 3 instincts, 3 donc besoins fondamentaux. Si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas, si vous ne copulez pas, il n'y aura ni individu ni espèce, bien sûr. Vous mourrez de faim, de soif, et il n'y aura plus personne si vous ne vous reproduisez pas, pour continuer l'espèce. Alors, on peut dire que notre système nerveux, et de toutes les espèces d'ailleurs, mais le nôtre aussi, est programmé. Ça veut dire programmé que les relais nerveux, l'anatomie nerveuse et la fonction des neurones aboutit à des comportements instinctifs qui sont boire, manger, copuler. À partir de ça, tout le reste s'apprend. Et seulement, ce qu'il y a, c'est que ce sont toujours ces 3 instincts primitifs qui guident, qui motivent votre action, mais vous n'en avez absolument plus conscience parce qu'ils doivent s'exprimer à travers des règles de comportement qui sont des règles sociales, en rapport justement avec un système hiérarchique qui est établi par la compétition. Donc, si ça ne vous intéresse, si vous n'êtes pas motivé, vous n'aurez aucun intérêt à agir d'une certaine façon ou d'une autre. Mais cette motivation, elle va être fondamentale, ces besoins fondamentaux vont être transformés dans leur réalisation par des besoins acquis qui viennent de l'apprentissage culturel. Est-ce que je m'explique clairement? Oui. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez besoin de manger, et de boire, et de vous habiller, et d'être abrité, etc. Mais on vous explique que pour ça, il faut que vous donniez au groupe social, on vous l'apprend, en échange un certain travail. Bien. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire ici, à cette antenne déjà, dès qu'un individu n'est plus seul, comme Robinson sur Sony, encore il y avait vendredi, dès qu'il établit des relations avec les autres, il a à fournir un travail supplémentaire, que j'appelle la plus-value, un travail supplémentaire qui est nécessaire au maintien des relations, de la structure qui existe, la structure relationnelle qui existe entre les individus d'un groupe social ou d'une société. Ça ne revient pas directement, et c'est par l'intermédiaire de ce travail supplémentaire. Et je l'ai pris comme exemple la cellule isolée, hépatique, dans le foie, etc. Bien. À partir du moment où il y a une structure hiérarchique qui s'établit, ces relations vont être des relations hiérarchiques qui vont s'institutionnaliser, c'est-à-dire qu'on écrira dans des lois la façon de se comporter en public, en société. Et vos besoins ne pourront s'assouvir, vos besoins fondamentaux ne pourront s'assouvir qu'à travers l'apprentissage de la façon, du règlement de manœuvre qui doit vous permettre de l'assouvir pour que la structure hiérarchique de dominance soit conservée. Mais ça entraîne des conflits, ça. Comment? Ça entraîne des conflits à l'intérieur de l'individu qui a des besoins, qu'il a besoin justement de... Ah bah, c'est toute la pathologie. Toute la pathologie. Si on ne prend pas une certaine distance. Alors finalement, c'est pas la plus-value en elle-même. Elle est indispensable dans n'importe quel système social. Puisque, de même qu'une cellule isolée n'a qu'assurer son existence à elle-même, faut-il encore qu'elle fasse un travail pour aller à la recherche de sa nourriture. Quand elle existe en groupe, elle est avantagée par le groupe. Parce que le groupe lui permet de mieux se défendre contre un certain nombre d'obstacles qu'elle tourne autour d'elle. Elle participe à une vie de groupe. Mais elle doit fournir un travail supplémentaire pour que le groupe lui-même, qui est là, un niveau d'organisation supplémentaire, puisse survivre. Radio Libertaire 89.5, un numéro de téléphone 262 90 51. Henri Laborie, j'aimerais que l'on parle, pour mieux comprendre ce qui va suivre, des 3 étages du cerveau. Oui, ben c'est assez facile à résumer, si on veut. C'est un neurophysiologiste américain qui s'appelle MacLean, qui a attiré l'attention sur le fait que, au cours de l'évolution des espèces, le cerveau humain n'est pas arrivé comme ça. Il est l'aboutissant d'une très longue évolution. Et puis les cellules primitives
se promenant isolés dans les océans, protégés des rayons ultraviolets du soleil, qui se sont réunis pour faire des organismes pluricellulaires, puis qui se sont développés à travers toutes les espèces les plus primitives jusqu'à l'homme. Et nous retrouvons dans la nature, en général, ajoute, elle ne retranche pas. Elle ajoute donc quelque chose en plus qui transforme le fonctionnement de ce qu'elle avait déjà fait. Le cerveau le plus simple, celui du présent, celui indispensable pour la survie immédiate, nous venons d'en parler d'ailleurs, ce que nous appelons l'hypothalamus et le tronc cérébral, si vous voulez. Bon. Et c'est lui qui répond aux besoins fondamentaux, et c'est lui qui est le cerveau instinctif. Mais quand vous vivez dans un espace, si vous n'aviez pas les moyens, et ça, par exemple, c'est pour ça que MacLean l'appelle le cerveau reptilien, les reptiles sont contents de ce cerveau-là. Quand vous habitez dans un environnement et que vous pouvez mémoriser, c'est-à-dire que les expériences que vous avez de cet environnement laissent dans votre cerveau des traces, qui sont des traces d'ailleurs matérielles, ça se pèse. Hein, et pour me faire comprendre, je dirais qu'il y a une autre mémoire que la mémoire nerveuse, mais que tout le monde connaît, c'est la mémoire immunitaire. Quand vous avez rencontré un bacille, vous avez sécrété qu'on appelle des anticorps et des molécules protéiques qui font que quand vous le retrouvez, vous le reconnaissez et vous le tuez. Bien. Dans votre cerveau, quand une expérience est rentrée dans votre système nerveux, soit venant de votre intérieur, de l'ensemble de la colonie cellulaire dans laquelle votre cerveau se trouve placé, soit de l'extérieur, et ça laisse des traces. Il y a une synthèse de protéines qui laisse des traces et qui vont coder des neurones. Donc, ce cerveau est le cerveau que MacLean appelle de l'affectivité. Je préfère dire, et je corrige cette notion, en disant qu'il n'y a pas d'affectivité pour moi sans mémoire. On se souvient des choses agréables, des choses désagréables, dangereuses, douloureuses, etc. On reproduira les choses agréables et on évitera de reproduire, dans sa stratégie d'action, les choses désagréables. Et vous voyez comme déjà, ça repose sur des mécanismes qu'on commence à débrouiller d'une façon relativement précise. Tout ce que qu'on couvre par des mots, comme mémoire, déjà, mais affectivité, joie, bonheur, tristesse, colère, tout ça, ce sont des voies neuronales mises en jeu, aboutissant à l'action ou à la non-action. J'y vais y venir. L'homme possède en plus, alors tous les mammifères possèdent ce cerveau de la mémoire, mais l'homme possède en plus, et les mammifères aussi d'ailleurs, mais lui particulièrement développé, l'homme, un cortex qu'on appelle associatif. À savoir que à ce niveau-là, il n'y a pas immédiatement réponse par une action, il y a traitement de l'information contenue dans les cerveaux précédents. Donc, ce cerveau va déboucher sur la création de structures, mais de mise en relation nouvelle, originale, qui n'existe pas dans l'environnement. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. Un enfant. Alors, il faut comprendre, je pense que c'est pas inintéressant de le dire, il faut comprendre qu'un enfant qui vient naître n'a même pas la notion d'objet. Et le premier objet, c'est lui. Il ne sait même pas qu'il existe dans un environnement différent de lui. Les stimuli qui lui viennent de l'environnement pénètrent tous par des canaux séparés. Les voies visuelles ne sont pas les voies auditives, ni les voies tactiles, ni les voies osmiques, ni les voies gustatives. Bien. Et il faut qu'ils soient réunis par un système d'association que l'animal possède, d'ailleurs, parce que sans ça, il ne pourrait pas vivre, dans un cerveau cette association est possible par l'action. C'est parce que, petit à petit, au cours des premiers âges, on a vu un objet, touché un objet, senti un objet, goûté un objet, pesé un objet, que toutes ces sensations vont sur le même objet, en même temps, se réunir dans notre cerveau par ces voies associatives. Et on va construire progressivement le premier objet, c'est-à-dire soi, séparé d'un environnement qu'on ne savait pas exister en dehors de soi au début, à la naissance. Et donc, c'est sur ces associations que travaillait le cerveau imaginatif. Imaginaire, d'ailleurs, est un mot dangereux. Ça fait penser tout de suite à image. L'imaginaire ajoute quelque chose de plus à l'image. Il ajoute la possibilité de créer des structures qui n'existent pas. Un projet, de créer un projet. Un projet. Vous dites que les droits de l'homme seraient la liberté de faire aboutir son projet. C'est vrai. Oui, c'est ça la liberté.
Il n'y a pas de liberté quand on voit comment est construit un cerveau humain, comment il est engrammé depuis la naissance, comment il est, je dirais, conditionné, bien que j'aime pas tellement le terme. Et on s'aperçoit qu'on se demande où est la liberté. La liberté vient du fait que, en présence d'un événement, vous êtes encore capable d'imaginer, si vous êtes motivé, donc pas libre, si vous avez une expérience suffisante, donc pas libre, parce que votre expérience, vous ne l'avez pas acquise librement, elle vous a été toujours imposée, vous êtes quand même capable à ce moment-là de trouver un moyen de fuite. On en a parlé ici même, l'éloge de la fuite, c'est ça. Bien. Alors, à partir de là, quand vous ne pouvez pas réaliser votre bien-être, être bien dans votre peau, parce que vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas lutter, vous immobilisez, vous êtes en inhibition de l'action, et c'est à ce moment-là, j'ai aussi l'occasion de le dire ici, que toute la pathologie apparaît. Parce que dans cette attente en tension, il y a un bouleversement biologique profond qui se passe, qu'on commence à bien connaître, et en particulier pour me faire comprendre, il y a une libération par la cortico-surrénale, dans l'endocrine, enfin sécrétion interne qui s'ouvre au-dessus du rein, de ce qu'on appelle des glucocorticoïdes, enfin des hormones, comme la cortisone que tout le monde connaît. Et tout le monde sait bien aussi d'ailleurs que s'il a trouvé un médecin qui lui prescrit de la cortisone, pour des raisons très particulières d'ailleurs, en général, on ne peut pas dire en général, toujours il prescrira en même temps un antibiotique. Pourquoi? Lorsque la cortisone détruit le thymus et bloque le système immunitaire, et j'entre pas dans le détail, fort compliqué. S'il n'y a plus de système immunitaire, si vous rencontrez un microbe, vous ferez une infection. Tout le monde ne fait pas une infection avec le même microbe et la même quantité de microbes. Si vous êtes dans l'inhibition de l'action, votre système immunitaire étant bloqué, vous ferez une infection. C'est une cellule cancéreuse, nous en avons tous qui prennent naissance. Vous avez un système immunitaire efficace, vous ne ferez pas d'évolution cancéreuse. Mais en plus, cette hormone retient de l'eau et des sels, donc vous avez une quantité de liquide organique plus importante, en même temps qu'elle s'est libérée ce qu'on appelle la norépinéphrine, c'est-à-dire une substance qui fait un neuromédiateur du système nerveux sympathique qui fait contracter les vaisseaux, donc l'espace dans lequel la masse sanguine va être à l'étroit va provoquer une hypertension avec les hémorragies cérébrales, les infarctus viscéraux, l'infarctus cardiaque, etc. Bref, là je simplifie d'une façon extrêmement grossière pour faire comprendre qu'en inhibition de l'action, toute la pathologie apparaît. Alors quand est-on en inhibition de l'action? La chose le mécanisme le plus fréquent a été bien vu par Freud, qui ne l'a pas exprimé de la même façon, mais c'est la pulsion qui se trouve ne pas pouvoir être réalisée dans l'action, et je dois répéter une fois de plus qu'un système nerveux ça ne sert qu'à une chose, c'est à agir sur l'environnement, et dans cet environnement pour contrôler les caractéristiques de cet environnement au mieux de votre bien-être. C'est tout. Et quand l'homme n'arrive pas à contrôler cet environnement, quand il a des règles apprises, qui disent si tu fais ça, tu seras puni. Bon. Il a la mémoire de la punition qui peut l'attendre et il a la pulsion qui le pousse à agir. Là, il ne peut pas agir. Et à ce moment-là, il devient névrosé. Mais il y a d'autres façons. Quand il se trouve devant un événement qu'il n'a jamais rencontré, qui est imprévu, il ne sait pas le traiter. Il est en dehors de son expérience passée. Alors il est en ce que j'appelle en déficit informationnel. Il ne peut pas agir non plus. S'il agit d'une façon, il ne sait pas sûr que ça ne lui retombera pas sur la figure. Donc, il ne peut pas agir non plus. Il y a inversement, et ça c'est la vie journalière de l'homme contemporain, surtout dans les grandes cités, la masse d'informations qu'on ne peut pas classer. Quand vous avez trop d'informations, vous ne pouvez plus les mettre en ordre et vous ne pouvez pas agir non plus parce qu'il y en a trop. Alors évidemment, là, on retrouve l'intérêt des choses qui simplifient. En particulier, quand vous êtes par exemple psychanalyste conforme, tout comportement humain, vous lui trouverez une explication. Et vous pourrez agir par rapport à lui. Quand vous êtes marxiste dogmatique, pas de complication non plus, vous avez l'explication immédiate des problèmes qui vous est posé. Quand vous êtes chrétien intégriste, etc. Dès que vous avez une grille de décodage, toutes les informations qui sont en dehors de cette grille ne sont pas signifiantes pour vous. Elles n'ont pas d'impact. Elles passent à côté, elles glissent, vous ne les entendez pas. Bon. Et vous avez toujours un moyen de colmater finalement l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action débouche forcément sur l'angoisse, ce qu'on appelle l'angoisse, je ne peux pas rentrer dans le détail. L'angoisse,
c'est un sentiment qu'on a, mais qui vient de phénomènes vasomoteurs et tonus musculaires qui sont commandés par cette inhibition de l'action. C'est pas autre chose, l'angoisse. Et l'angoisse de la mort? Alors, l'angoisse de la mort est justement une des angoisses qui est propre à l'homme. Avant d'arriver à cette angoisse de la mort, d'ailleurs, parce qu'elle couvre toutes les autres, je voudrais parler de la dernière angoisse qui est propre à l'homme aussi. C'est ce qui fait que on ne peut pas créer une psychose chez l'animal, ou du moins on a des modèles de psychose qui sont très imparfaits, psychose amphétaminique chez le rat, bon. Parce que l'animal n'a pas un cerveau imaginant qui lui permette d'imaginer un scénario qui ne se passera peut-être jamais, mais qui pourrait et qu'il craint qu'il arrive. Alors, nous ne pouvons pas agir puisque ça n'est pas encore là, l'événement n'est pas là, mais il le craint, il est angoissé, il est en inhibition de l'action. Et l'angoisse de la mort, effectivement, j'y reviens maintenant pour vous répondre. L'homme est sans doute le seul animal qui sache qu'il doit mourir. C'est aussi le seul animal qui sache qu'il existe en tant qu'espèce. Les abeilles du Texas ne savent pas qu'il y en a en Périgord ou en Chine. Et l'homme sait qu'il y a des hommes sur toute la planète. Ce sont deux notions importantes, à mon sens, pour comprendre ce qu'est l'espèce humaine et l'individu humain. Et cette angoisse de la mort, c'est vraiment une angoisse contre laquelle vous êtes en pleine inhibition de l'action. Vous ne savez pas quand elle va arriver. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas si c'est douloureux. Vous êtes en plein déficit informationnel, mais vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'elle arrivera. Et vous ne pouvez rien imaginer pour pouvoir la détourner. Donc c'est vraiment l'angoisse fondamentale de l'homme et de seul l'homme. Hein. Et je suis assez d'accord avec Einstein pour dire que cette angoisse cosmique, c'est celle qui fait les créateurs. Si on oblige les gens à mettre au boulot de dos, c'est sécurisant. Ils n'ont pas le temps de penser à leur mort. Et ils en oublient les vrais problèmes et le besoin de découvrir, comme les gens qui faisaient des peintures rupestres, de découvrir le sens de leur vie. Ils n'ont pas le temps. On les abreuve, même quand ils ont un peu de temps, on leur donne Guy Lux, etc. Enfin, on les abreuve de trucs qui leur détournent la pensée de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus faire sur cette planète dans leur courte vie, ce qu'ils se sont venus faire les autres en même temps qu'eux, et comment les rapports entre eux et les autres s'établissent. Il ne faut surtout pas y penser à ça, c'est trop dangereux, ça risquerait de faire s'effondrer toutes les relations qui se sont instituées et qui se sont institutionnalisées dans un système de dominance. En parlant de la mort, justement, on peut remarquer que toutes les thérapeutiques, on disait ça hors micro, les idéologies, le militantisme, la religion, toute la religion, pour faire passer cette angoisse de la mort, on a inventé la vie après la mort. Ah oui, bien sûr. Ah. C'est bien pratique. C'est bien pratique. On a remarqué qu'on l'a inventé. Scientifiquement, vous pouvez dire non. Oui, bien sûr, scientifiquement, on ne peut pas dire non. Moi, j'en sais rien. Hein. Mais effectivement, je pense que qu'est-ce qui a été premier la foi où l'angoisse, je pense que c'est l'angoisse. Les animaux ont peur, ils ne sont pas angoissés, ou s'ils sont angoissés quand ils ne peuvent pas agir. Mais ce n'est pas une angoisse qui procède d'une imagination de ce qui peut arriver. La différence entre la peur et l'angoisse? La peur débouche, à mon sens, c'est personnel ce que je raconte, mais n'a pas ce que j'observe, ce que je vois, expérimentalement. La peur débouche sur une action. La peur vous fait ou fuir ou lutter. Et du fait qu'elle débouche sur une action, elle ne se perpétue pas. Je ne sais pas, vous avez sans doute entendu parler des guerriers de la guerre 14-18. Ils vous disaient qu'ils étaient angoissés avant de passer à l'attaque. Ah oui, ils étaient là dans la tranchée à attendre. Mais qu'à partir du moment où ils agissaient, ils avaient peur, mais ils faisaient quelque chose. Et je dirais qu'ils tanisaient, ils occultaient leur peur en agissant, en courant avec l'arme au bras et en jetant des grenades et en tirant sur l'ennemi. Voilà. Tandis que l'angoisse, c'est justement cette sensation épouvantable de ne pas pouvoir agir contre quelque chose qui se passe ou qui pourrait se passer. Alors, évidemment, il y a plusieurs fuites à cette angoisse. Dans certains cas, quand vous manquez d'imagination, il y a le ras-le-bol,
il y a l'opposant de... J'en parlais tout à l'heure, il y a l'agressivité défensive. Il y a la névrose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre Janet, il dit deux choses. Il a dit que le comportement névrostique, dont le plus bel exemple est la crise d'hystérie, était un langage. C'est une façon de s'exprimer. Le langage étant une action. Vous agissez sur l'autre par l'intermédiaire du langage. Nous reviendrons sans doute sur ce problème assez important, du point de vue de l'agressivité d'ailleurs. Et vous avez l'inhibition, c'est-à-dire toute la pathologie qui vous tombe dessus, ou vous avez des fuites telles que la drogue. Ils partent en voyage, les drogués, ils fuient un monde dans lequel ils ne peuvent pas agir pour se faire plaisir. La plus toxique étant de très loin l'alcool. Mais l'alcool ayant tous les toxicogènes, qu'ils soient légers ou lourds, diminue l'agressivité. Bien sûr, quand on est en manque, après accoutumance et dépendance, on veut devenir agressif pour se procurer ou l'argent ou la drogue. Mais la drogue a cet avantage de diminuer l'agressivité, de vous faire vous détacher du monde insupportable dans lequel vous êtes. Bien. Mais l'alcool, au contraire, est le seul toxique qui augmente l'agressivité et qui permet d'avoir un comportement viril. Alors, les toxicogènes, en général, amènent ceux qui s'y livrent à ne plus être des producteurs, alors que l'alcool, non seulement permet de continuer à être producteur, mais en plus, il favorise la production. Regardez le nombre de gens qui vivent officiellement de la production d'alcool, de sa vente et de sa consommation. Bien. Alors celui-là, étant donné que la société l'accepte parce qu'elle ne gêne pas le comportement d'individus dans un système social qu'elle a institutionnalisé, elle l'accepte. Même si ça augmente d'une façon considérable le nombre des accidents d'auto, etc. Alors que les autres, qui font un détachement, un éloignement de l'individu de tous les problèmes sociaux et surtout du problème du travail, alors celui-là, manifestement... Et le suicide? Il est honni. Le suicide? Comment? Le suicide. Le suicide aussi, c'est une fuite. Mais le suicide, c'est le seul... Comment? C'est une fuite admise. Je veux dire, c'est admis par la socioculture, il n'y a pas de problème. Le suicide. Oui. Le suicide vous dites, le suicide est admis par la socioculture qu'elle ne comprend pas la cohésion du groupe. Au contraire, il a même tendance à la renforcer. Ben oui. Oui, et puis elle arrive trop tard en général. C'est un suicide bien réussi, ça, y a rien à faire. Donc c'est encore un système de fuite. C'est le dernier cri lancé par quelqu'un. C'est au fond le suicide. C'est l'équivalent sur le plan social du groupe de... Alors comment... Je ne me souviens jamais du nom. Des actes pas de banditisme. De vandalisme? Non, non. Les gens qui font des attaques à main armée, qui font des prises d'otages, etc. Délinquance criminelle? Non, terrorisme. La délinquance. Non. Terrorisme? Terrorisme. En fait, le suicide, c'est le terrorisme, le plan du groupe. C'est-à-dire quelqu'un qu'on n'entend pas, que la société ne veut pas écouter, et qui se trouve poussé pour se faire entendre à un acte de violence. Alors, bien sûr, il y a aussi la folie, la fuite dans l'imaginaire, en se séparant de plus en plus de ses contemporains. Et on peut dire qu'un psychotique, on dit il est fou, il est démon, qu'on voit ce qu'il dit, il déraille. Mais parce que le langage qui est en général un moyen de communication entre les individus, n'est plus pour lui un moyen de communication. Chaque fois qu'il l'a utilisé, personne ne l'a compris et entendu. Et comme ce langage est basé sur ce qu'on appelle des signifiants, c'est-à-dire une relation à l'objet et au monde, cette relation a été impossible à exprimer, les signifiants se mélangent par l'imaginaire et créent quelque chose avec lequel le fou peut vivre et qui ne lui sert plus à communiquer. Alors, on dit qu'il régresse, bien sûr, il n'a plus de contact avec les autres, il fuit, et il est en inhibition de l'action.
Mais il faut savoir tout de même qu'à partir de ce moment-là, il est dans un équilibre biologique. Pour y arriver, c'est très dur. Il est en perturbation biologique profonde. On a pratiquement tout dosé chez les schizophrènes. Mais quand il est vraiment dément, qu'il a établi sa folie, il ne fait plus de cancer ou beaucoup plus rarement que les gens normaux. Quand tout le personnel hospitalier est sur le flanc par une épidémie de grippe, ils se battent dans les couloirs en disant je suis Jeanne d'Arc ou Napoléon, et ils passent à travers. Et finalement, ils sont en bon équilibre biologique. Bien sûr, ils essaient de retrouver progressivement dans cette régression leur moi-tout originel dans lequel ils étaient heureux. Et à partir d'un certain moment, évidemment, ils font comme le nouveau-né, ils font caca dans leur culotte, pipi, etc. Bon, il faut entièrement les assumer comme on assume un nouveau-né. Parce qu'ils sont retournés progressivement vers ce moi individu qui est à l'origine de toute notre existence. Pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques minutes, quand on parlait d'objets gratifiants, un auditeur nous précise que parmi ces objets gratifiants figure la femme. Alors, ça amène deux questions. Peut-on dire qu'il existe réellement des femmes libres, ou la femme n'est-elle qu'un objet soumis à la dominance et objet de concurrence entre mâles? Alors, je répondrai à ça qu'il n'y a pas plus de femmes libres que d'hommes libres. J'ai eu l'occasion déjà de m'expliquer sur la notion de liberté. Il y a simplement effectivement que depuis le début du néolithique, c'est-à-dire depuis que est apparue la notion de propriété, de territoire, l'homme a voulu éviter l'existence des bâtards qui auraient pu profiter de l'héritage et qu'il a eu un objet gratifiant qui est la femme. Mais la femme a un objet gratifiant qui est l'homme. Il ne faut pas croire que les femmes se laissent faire comme ça. Hein, et quand on est l'objet gratifiant de plusieurs femmes, c'est pas tellement simple de résoudre le problème. Donc, je pense qu'effectivement, culturellement, il y a une dominance de l'homme sur la femme, parce qu'il a progressivement été plus musclé, plus apte à aller à la chasse. On imagine difficilement au paléolithique une femme enceinte de 9 mois avec des ribambelles de marmot, parce qu'il en mènerait 9 sur 10, ayant le temps et la force physique d'aller à la chasse avec l'homme. Donc c'est l'homme qui s'est chargé de ça. Elle restait au foyer, elle a trouvé l'agriculture et l'élevage, d'ailleurs sans doute, ce sont toujours des déesses, les céresses, et les déesses des moissons, etc. Parce qu'elle restait à la porte de la caverne, et puis elle s'est aperçue que les petits animaux, quand on les prenait, qu'on les nourrissait, devenaient des animaux domestiques, bien que ce soit au départ des animaux sauvages, et que d'autre part, quand on plantait des graines, ça poussait, qu'on pouvait utiliser ces graines pour manger. Donc, le roi Gourand a cette très belle expression qui veut dire non. Et il dit que la première dominance s'est établie par la dominance de l'homme sur la femme en disant très exactement à cette époque, parlant du paléolithique, qui allait à la chasse gagner sa place, sa classe, sa classe sociale. Vous savez, quand on dit on va à la chasse perdre sa place, le roi Gourand dit qui allait à la chasse gagner sa classe. Effectivement, je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a une chose très drôle, je vous ai lu très récemment, ces jours-ci. On a fait des découvertes au Kenya, comme toujours, et on s'aperçoit que les femmes de l'époque étaient pratiquement aussi grandes que les hommes. Et que c'est secondairement qu'il semble que la taille de la femme, enfin ça c'est encore à vérifier. Bon. Moi ce que j'ai à répondre, c'est que je pense que là aussi c'est une question d'apprentissage et de culture, et il suffirait d'établir de nouveaux rapports pour que la dominance de l'homme sur la femme et la dominance de la femme sur l'homme, qu'il ne faudra tout de même oublier, et qui n'a pas les mêmes instruments, si j'ose dire, mais qui est quand même extrêmement grande, du fait même de l'objet gratifiant qu'est la femme pour l'homme. Donc c'est un objet gratifiant quand c'est un être vivant. Il a un sacré pouvoir sur celui qui le gratifie. Et donc il y a des relations assez suspectes qui s'établissent, mais qu'il ne faut pas ignorer. Sinon l'auditeur continue et demande pourquoi est-ce toujours l'homme qui doit prendre la femme. Cela va-t-il durer encore longtemps?
Et pourquoi semble-t-il admis que le besoin sexuel de la femme est moins impérieux que celui de l'homme? Je crois que c'est encore très culturel. Je pense que les femmes parce que c'est pas évident du tout, je pense. sont aussi libidineuses. Et donc, quand je parle de libidineuse, c'est partir de libido, de recherche de l'objet gratifiant, justement, sexuel ou pas, que l'homme. Et on lui a appris que, au cours des âges, qu'elle avait à tenir une place particulière. Et effectivement, c'est strictement culturel. Et ça peut très bien s'inverser assez rapidement. D'ailleurs, nous le voyons même sous nos yeux, des rapports entre les sexes qui sont en train de se transformer. Également ceux qui ont conscience... Oui, attendez, je voudrais quand même ajouter une chose, là. Oui. C'est un homme ou une femme qui pose cette question. C'est un homme, je crois. Oui, de toute façon, il faudrait tout de même pas que les femmes, qui ont biologiquement, ne sont pas les hommes, sans ça il n'y aurait pas de reproduction, donc qu'elles soient différentes, entrent dans le système établi par l'homme de la compétition. Radio Libertaire 89.5, l'émission Bâton rompu avec comme invité Henri Laborie. Et le thème de l'émission, c'est la colombe assassinée, la violence et l'agressivité dans la société. J'ai eu l'occasion, je le répète ici, mais ça fait un incident diplomatique. Quelque temps au Québec, à Montréal, je faisais une conférence publique. Il y avait tous les journalistes qui étaient là. Et ayant développé, il y a une femme qui m'a dit quel est ton rapport, j'en suis toi, quel est ton rapport avec la femme, etc. Bon, alors j'ai développé ce que je crois être vrai d'ailleurs, enfin ce que les derniers travaux ont pu montrer, en particulier depuis une dizaine d'années, sur les deux hémisphères, la fonction des deux hémisphères, en disant que la femme était mieux douée que l'homme, finalement, douée. Qu'elle savait culturellement, elle avait été amenée à mieux faire fonctionner son cerveau que l'homme. Que l'homme avait fait faire fonctionner son cerveau gauche, qui est celui de la logique, du langage, etc., et qui aboutissait à la société de production que nous connaissons. Tandis que la femme savait mieux utiliser son cerveau droit, qui était celle de l'occupation de l'espace, de la synthèse et de la globalité, la prise en charge globale de l'environnement. Et j'ai terminé mon discours en disant d'ailleurs, ce qu'il faudrait même pas, c'est que les femmes maintenant entrent dans le même système que les hommes dans la compétition, de la compétition hiérarchique pour la recherche de la dominance, dans un système institutionnalisé. Et pour me faire comprendre, je dirais que Madame Thatcher, qui tout de même fait la guerre des Malouines, etc., si elle ne porte pas de mini-jupe, c'est parce qu'on lui virait les couilles. Alors ça, immédiatement, tous les journaux de Montréal le soir avaient en grosses lettres, Laborie a dit que si Mme Thatcher ne portait pas de mini-jupe, c'est qu'on virait les couilles. Ensuite, ils expliquaient pourquoi, mais c'était comme ça. Quand je suis arrivé au consulat le soir, on m'a dit, vous avez dit ça? Je dis, oui, je l'ai dit. Bon, alors l'agence française a téléphoné ça à Paris, et finalement, il n'y a que M. René Lévesque qui a été très content que j'ai pu sortir cette chose un peu lourde, mais qui expliquait bien ce que je crains, c'est que la femme n'entre à Polytechnique, défile sur les Champs-Élysées en portant le drapeau et recommence les mêmes conneries que l'homme a fait. Mais donc ça sera un peu normal, l'éducation étant égale pour les hommes pour les femmes, à ce niveau-là, elle a tendance à reproduire le même schéma. Une autre question d'un auditeur, quelle est la position de Henri Laborie par rapport à la sociobiologie de Wilson? Alors il faut d'abord que vous me fassiez un petit rappel qui est Wilson et en quoi consistent ces travaux. Wilson est un biologiste qui a de solides bases de génétique et qui, découvrant que les gènes étaient à l'origine de quoi? Ça code pour des enzymes, des protéines. Mais que, effectivement, ces gènes font que nous savons reconnaître et programment un individu, un type, et ça nous permet de reconnaître un éléphant d'un chimpanzé ou d'un homme. C'est génétiquement programmé. Et ils sont passés dans un bond superbe et généreux de cette programmation ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire l'apparence générale d'un individu d'une certaine espèce, au comportement, c'est-à-dire au programme, à la programmation génétique du comportement, ce qui est quelque chose d'absolument étonnant comme erreur de jugement. Pour me faire comprendre, j'essaie toujours de trouver des moyens simples pour me faire comprendre. Un comportement, il y a voler, par exemple. Bien. Vous voyez des insectes volés, des chauves-souris qui sont des mammifères volés, et des oiseaux volés. Personne n'aura l'outrecuidance et la bêtise de dire que ce sont les mêmes gènes qui, dans les trois espèces, arrivent à la même fonction. Bon.
Alors c'est basé en plus sur la notion d'intelligence, qui est basée sur les QI, qui est une notion alors absolument invraisemblable, dans laquelle certains psychologues ont décidé que pour être intelligent, alors que l'intelligence, je vous ai parlé tout à l'heure d'une quantité de fonctions cérébrales. J'ai parlé de la mémoire, de l'affectivité, etc. Bon, l'imaginaire. Mais l'intelligence, alors je ne sais pas s'il y a un faisceau qui est fait pour l'intelligence. Et justement, un enfant qui vient de naître ne peut pas être intelligent, parce qu'il n'a rien appris. Et s'il continue à apprendre, s'il apprend beaucoup, et qu'il sort d'une grande école, ça ne veut pas dire qu'il sera intelligent, ça veut dire qu'il aura une bonne mémoire et qu'il l'aura utilisée, c'est tout. Pour moi, l'intelligence ne réside pas dans la façon dont on va être utile, dans la façon dont on utilise son système nerveux pour être utile à un ensemble social qui dit à ce moment-là comment il faut être pour être intelligent, comment il faut répondre pour être intelligent. Bien. Donc, Wilson et son école, qui ont fait beaucoup de bruit, mais qui commencent maintenant à retomber dans l'oubli et parce que quand même il y a un certain nombre de gens qui ont sauté de la génétique au comportement dans l'ignorance totale, en passant par les insectes et les oiseaux. Prenons des exemples dans les insectes et les oiseaux. Ah, les insectes se comportent comme ça, les oiseaux se comportent comme ça. Donc l'homme, voilà, c'est génétiquement, s'il est agressif, c'est génétiquement, etc. Tout. Et débouchant sur un eugénisme, c'est-à-dire une programmation des êtres exceptionnels et des êtres non exceptionnels, lambda, qui faisait qu'on tombait sur un type de société du type nazi. Hein, alors, quand on tombe sur cette société, moi je m'en fous personnellement, ça ne me fait rien. Ce qui me gêne, c'est l'erreur. L'erreur de jugement qui amène à croire qu'un élément aussi multifactoriel qu'un comportement humain en situation sociale peut être programmé génétiquement. Alors, pour me faire comprendre aussi, je vous dirais qu'on peut programmer génétiquement un individu en faisant copuler ou en ensemençant une femme surdouée avec le sperme d'un prix Nobel, ça se fait. J'ai même présidé à la Sorbonne l'année dernière une séance, ou les 3 journées avec des prix Nobel. Il y en avait un qui s'était branlé pour foutre son sperme et qu'on ensemence des femmes surdouées. Si on abandonne l'enfant dans un milieu qui va naître, un enfant forcément surdoué, déjà c'est une bêtise, parce que dans les couilles de ce brave prix Nobel, il y a des milliards de spermatozoïdes qui n'ont pas tous la même programmation génétique, hein, parce que il y a une combinatoire génétique qui vient du père et de la mère de cet individu, et que le spermatozoïde va prendre un peu du père, un peu de la mère. Bon, donc déjà c'est idiot, mais ce que je peux affirmer, c'est que si on abandonne cet enfant dans un milieu non humain, en une forêt obscure, et qu'il soit recueilli, on a quelques exemples, par une meute de loups, ça ne deviendra jamais un homme. Il ne saura ni marcher, parce que ça s'apprend, ni parler, parce que ça s'apprend. Et il ne sera jamais un homme. Il n'aura pas un QI très élevé, il aura au-dessous de 0, même. Donc, voilà le genre voilà comment je me place par rapport à Wilson. C'est-à-dire que, personnellement, je pense qu'aucun biologiste sérieux, et vous avez eu Jacquard ici, aucun biologiste sérieux ne peut vous dire actuellement la part de l'acquis et de l'inné dans une personnalité humaine. De toute façon, il y a quelque chose qui est absolument inacceptable, c'est de passer d'un code génétique à un comportement. Ce sont deux choses différentes, complètement différentes. C'est pas parce que vous avez que les yeux bleus que vous allez faire forcément de résoudre une intégrale. C'est pas de la même matière. Il y a information génétique d'un côté et information nerveuse de l'autre. Et c'est pas les mêmes informations. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Alors on va peut-être revenir sur l'agressivité, sur la violence, oui. C'est même un peu le but du livre. Alors, justement, une question d'auditrice va permettre de revenir sur ce sujet. Une auditrice, elle, semble sceptique sur le caractère non inné de l'agressivité. Elle prétend que chez les animaux également s'opère une hiérarchie au sein même de mêmes espèces. Alors là, j'arrête. Avant d'aller plus loin, je vous dirai la suite de la... D'accord. J'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète pour qu'on m'entende bien une fois pour toutes, que jamais dans cette agressivité qui est la recherche de la dominance, il n'y a un meurtre de l'autre. Ni par groupe d'une même espèce, il y a combat et jamais meurtre. Bien, l'homme est le seul, parce qu'il parle, d'ailleurs nous viendrons sur le langage tout à l'heure,
c'est parce qu'il parle, à mon sens, qu'il a ce que Freud a appelé un instinct de mort. Bon, qui n'existe pas, il y a un instinct de vie. Enfin, l'instinct de mort, c'est le langage chez l'homme, parce que c'est avec le langage qu'on tue. Bien. Or, qu'il y ait compétition dans les espèces animales, c'est vrai, mais l'agressivité, tant qu'elle est de compétition, si elle n'aboutit pas au meurtre des individus, de l'individu, d'un autre individu, ou des groupes, par masse, comme on le voit actuellement, ça se tue partout. Bien. Je ne dirais pas que je l'admets, mais en moins, elle constitue une société hiérarchique. Je suis contre. Je crois qu'on veut faire autre chose, justement parce que nous ne sommes pas des animaux. Ce qui m'énerve, c'est de faire rappel aux animaux, et j'ai déjà dit ici même, il y a quelques jours, quelques semaines, que les chiens font l'amour dans la rue, hein, sans complexe. Je ne vois pas que nous puissions le faire. Parce qu'à ce moment-là, on dit que nous le rabaisserions si nous le faisions. Rabaisserions le rang de l'animal. Mais dans d'autres moments, quand on a besoin de cette agressivité pour défendre son propre comportement, alors on dit c'est naturel puisque l'animal le fait aussi. L'animal a une agressivité, c'est vrai, une agressivité compétitive, comme l'homme. Et puisque l'homme sait pourquoi il l'a, il pourrait peut-être faire mieux que l'animal, et même cette agressivité-là la supprimer. Voilà ce que je veux dire. D'accord. La base de cette agressivité, c'est quand même la propriété. J'ai expliqué pourquoi il y avait un apprentissage de la propriété. Mais j'ai aussi dit qu'il y a quelques années, une douzaine d'années, j'avais été nommé rapporteur d'une association mondiale de psychiatrie, qui tenait son congrès à Tahiti. Et le sujet du congrès était les maladies mentales dans le Pacifique Sud en rapport avec l'urbanisation, l'industrialisation et le tourisme. Alors on m'a payé un voyage d'1 mois et demi dans les principales îles du Pacifique Sud. Je veux dire que ça a été pour moi une révélation, de tout point de vue. Et j'ai rencontré des gens, il faut y aller vite parce que c'est en train de disparaître. Nous avons justement introduit notre socioculture. Trouver des gens qui n'avaient pas d'instinct de propriété, ça a été leur malheur. Quand les premiers arrivants, Scott, des Pilitois, etc., sont arrivés dans ces îles où il n'y avait pas besoin de propriété puisqu'on avait tout ce qu'on voulait à domicile. Il n'y avait pas besoin de prendre à l'autre ce qu'on avait déjà, il n'y avait pas d'armes. On ne savait pas ce que c'était qu'une arme. Bon. Alors, quand ils sont arrivés, les premiers occupants, ils ont trouvé quoi? Des gens qui leur ont dit, au lieu de les attendre avec un arc et des flèches pour défendre leur territoire, ils leur ont dit, ils leur ont volé des colliers de fleurs autour du cou, ils leur ont donné des noix de coco, des fruits, des fleurs, ils leur ont dit, vous voulez des femmes? En voilà. Il n'y a pas de propriété ni de l'enfant par le couple, parce qu'il n'y a pas de couple. Bon. Donc, il n'y a pas d'instinct de propriété, il y a une notion de propriété. Cette notion de propriété, je le répète, elle est née au Paléolithique, à partir du moment de la fixation de l'homme au sol. Lorsqu'il a eu des objets gratifiants, j'ai fait la préface d'un mémoire qui est paru au CNRS d'ailleurs, d'un préhistorien qui travaille dans le Languedoc. Puis vous avez aussi le travail de Gimbertas, puis de bien d'autres préhistoriens, qui montrent qu'avant l'établissement au sol, on ne savait pas ce que c'était que des armes. Seulement qu'au même moment, et daté de façon précise, à la porte des cavernes, il y avait encore des gens qui, quand l'hiver venait, à la fin de la dernière glaciation, il y a un climat saisonnier qui est apparu l'hiver, on recommençait à se serrer la ceinture, la famine, il fallait retourner à la chasse, etc. Pendant ce temps-là, il y avait des gars qui, à 30 km, on a retrouvé leur grenier à grains. Ils avaient inventé l'agriculture et l'élevage. On a trouvé leur grenier à grains, les squelettes des animaux domestiques, etc. Les gars qui étaient en train de se serrer la ceinture, on en veut, nous, les autres, on dit, ah non, c'est à nous. Hein, on a travaillé pour les faire. Et finalement, il y a eu à ce moment-là, comme les autres étaient encore de valeureux guerriers, ils savaient chasser. Il y avait des armes, les autres avaient oublié. Ça demandait 4000 ans. On compte 4000 ans, de 10 000 à 6 000 ans. Et les premières civilisations néolithiques étaient des civilisations égalitaires, matrilinéaires, parce qu'on ne connaissait pas le père, et sans armes. Ça, il faut le savoir. Tout prouve. Alors, à partir évidemment du moment où le guerrier impose sa dominance avec ses soldats, ses guerriers, que l'individu se fixe au sol, qu'il y a spécialisation, l'un faisant des socs de charrues, des charrues, ou l'autre faisant des maisons, l'autre faisant, etc. Chacun faisant partie d'un groupe, un nouveau niveau d'organisation qui est le groupe social. Et là, chacun dépend de l'autre à ce moment-là. Et si il y a non-égalité, égalité. Encore, il faudra revenir sur cette notion d'égalité. J'en parle tout de suite parce que c'est trop absurde. C'est trop absurde. Penser que nous parlons actuellement encore au XXe siècle d'égalité,
alors que nous sommes dans un système de compétition et que tout est fait pour qu'il y ait un système inégalitaire. Qu'est-ce qu'on demande à l'enfant? D'être le premier en classe, d'être sortir d'une grande école plutôt que d'une école technique. On lui demande, et alors ce qu'on appelle maintenant, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu osé de parler d'égalité, on parle d'égalité des chances. Des chances à quoi? À être inégal. On fait tout pour que les gens soient inégaux, et on vous parle d'égalité. Alors là, moi, les bras m'en tombent, c'est l'absurdité. Bon, c'est invraisemblable, c'est comme la liberté, pareil. Mais ça permet de justifier un système. Comment? Ça permet de justifier un système. On dit que vous êtes tous égaux au départ, et puis bon, c'est ceux qui les meilleurs. Ça entretient le système, bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.5, un numéro de téléphone, le 262 90 51. Alors on a parlé un petit peu d'intelligence et d'hérédité, et ça met une question à chaud d'un auditeur qui s'étonne pourquoi certains psychiatres encore prétendent que l'intelligence est héréditaire. Bon, je crois que la première raison, il faut dire, c'est que il n'y a pas quelqu'un de moins scientifique qu'un psychiatre. Et que la génétique, il en est très très éloigné. C'est actuellement des bases mathématiques et des physiques qui sont vraiment au-dessus de leur portée. Donc l'avis d'un psychiatre sur l'importance de l'hérédité dans l'intelligence, ça me semble déjà très suspect. D'autre part, il faut se poser la question de savoir, est-ce que vous avez remarqué, moi vraiment j'ai une très vieille expérience de ça, vous savez, je ne suis plus jeune. Quand quelqu'un parle et pour l'inné, ou quand quelqu'un est pour l'acquis, vous pouvez immédiatement décoder son message. En général, sont pour l'inné les gens qui d'ailleurs, paradoxalement, sont pour la liberté. L'homme est libre, disent-ils d'un côté. Mais tout ce qu'il est, il ne peut rien y faire. C'est obligé. Hein, c'est écrit dans ses gènes. Bon, il est né avec ça. Et en général, ça veut dire, si moi je suis un type exceptionnel, monsieur, si j'ai acquis cette reconnaissance de la société, c'est parce que vous ne pouvez rien, c'est parce que j'étais doué. J'avais, de façon innée, génétique, ce qu'il fallait pour être un dominant. Bon. C'est le rôle un peu de la promotion. La promotion. La promotion sociale dans une société hiérarchique, peut-être, non? Non, c'est la récompense, plutôt la promotion. promotion. Non, mais c'est une récompense. Il est pour l'inné parce que ce sont ces choses contre lesquelles on ne peut rien. Donc, finalement, s'il est grand, beau, superbe et généreux, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. On reconnaît ses mérites et il va s'élever dans l'échelle sociale. Vous entendrez jamais, ou très rarement quand même, un ouvrier spécial ou un manœuvre, parler de l'hérédité et dire que s'il est manœuvre, c'est bien parce qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il était héréditairement voué à être manœuvre. Bon, c'est pas fréquent. Bon. Ou alors il faut vraiment qu'on l'ait automatisé à le penser à grand coup sur le crâne, d'idées toutes faites, etc. Inversement, quand les gens sont pour l'acquis, remarquez que souvent ce sont ce qu'on peut appeler par exemple l'intellectuel de gauche, auquel j'appartiens, si vous voulez. Encore qu'intellectuel, je vous ai dit que je ne savais pas ce que c'était qu'intelligence, alors je ne me classerai pas comme intellectuel. Mais qui considère qu'il est grand, beau, superbe et généreux, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'on n'a quand même pas suffisamment reconnu ses mérites. La société dans laquelle il est ne se met pas à genoux devant lui. Bon, elle ne lui a pas donné la promotion sociale qu'il attendait. Alors la seule façon de faire, c'est de détruire cette société et de la remplacer par une autre, celle qui lui permettrait d'être reconnu comme un être exceptionnel. Donc à ce moment-là, c'est la société qui est en cause et c'est pas l'inné. Et je pense que c'est aussi simple que ça, vous savez, ça va plus loin. Alors, pourquoi laisse-t-on dire, mais pourquoi les mass médias? Pourquoi laisse-t-on parler certains hommes qui ne sont peut-être pas les plus aptes à parler? De l'autre côté, on laisse parler Jacquard, et Jacquard quand même est un scientifique, lui, bon.
Il est polytechnicien en plus, alors vous vous rendez compte. Il est biologiste ensuite. Et, bon, et Jacquard bien démontre ces petites notions de gratification par l'image idéale qu'on se fait de moi, d'une façon montrant que la génétique des populations a mis un peu d'ordre dans tout ça. Ben, on laisse parler aussi. Donc finalement, si on écoute les psychiatres qui, à la télévision ou à la radio, parlent pour l'inné, et qu'on est impressionné par eux, c'est que soi-même, on a besoin, pour se sécuriser, pas être angoissé, de croire que les choses sont données avec la rencontre d'un spermatozoïde doué, avec une ovule douée, dans une trompe d'une petite bourgeoise. Voyons quoi, il n'y a plus rien à faire, hein, je suis l'homme que vous voyez. Bon. Les personnes qui entendent peuvent aussi avoir un avis critique, et si elles n'ont pas d'avis critique possible, qu'elles aillent chercher la critique ailleurs. Juste avant la petite pause musicale, on commençait à parler de la propriété, et la propriété amène une autre notion qu'on développe, le territoire entre autres, et après la patrie. Oui, alors, oui. La notion de territoire, effectivement, je l'ai touché un mot tout à l'heure, c'est l'espace dans lequel vous trouvez des objets gratifiants. Bien. Vous ne défendriez pas un territoire s'il était vide, et quand un autre veut s'emparer des objets qui sont là, qui vous gratifient, et qu'il y a compétition, etc. Nous ne revenons pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Son de patrie, c'est autre chose, je pense. Effectivement, un groupe social se trouve dans un espace que j'appellerais géoclimatique, pour me faire comprendre. Il est, bien sûr, il suffit de regarder, historiquement, et actuellement encore, dans le présent, les marins ne sont pas des montagnards et les hommes des plaines ne sont pas ceux du bocage. Il y a un espace géoclimatique qui va conditionner non seulement, je dirais presque la biologie des hommes. Par exemple, il y a des gens qui travaillent des travaux agricoles à 4000 mètres dans les Andes. Ils sont adaptés à ces 4000 mètres, c'est-à-dire qu'ils font un travail aussi important que celui qui vit au niveau de la mer, alors que si on emmenait ce dernier à 4000 mètres, il serait un foutu de lever un bras. Hein. Bon. Uniquement parce que justement, on s'est aperçu qu'ils avaient dans leur myocarde, dans leur cœur, un réseau vasculaire extrêmement abondant avec des quantités de micro-vaisseaux qui leur permettaient d'avoir une meilleure alimentation de leurs muscles et de leur cœur. Bien. Ça a demandé des siècles avant d'y arriver à ça. Donc, chaque espace géoclimatique, malgré les mélanges innombrables, quand on voit ce qu'est la France, depuis, même sans aller très loin, depuis l'âge du bronze, le mélange des grandes invasions, c'est un melting pot, enfin je ne voudrais pas utiliser un mot anglais, c'est un mélange invraisemblable de races, de races. Déjà, quand l'envahisseur n'était déjà plus racé, il était déjà lui-même un mélange. Alors il faut trouver un homme préhistorique du Kenya pour trouver une espèce humaine, un homo sapiens. Bien. Et au cours des siècles, du fait que ce sont des hommes, ils ont, grâce au langage, établi des relations dans cet espace géoclimatique, des relations que l'on peut appeler une culture. Au fond, des automatismes, ce n'est rien de très... C'est assez trivial. Un comportement par rapport au milieu, par rapport aux autres êtres qui, dans le même milieu, vivaient comme eux. C'est tout. Alors, ça explique que vous ayez, au fond, un régionalisme. Et je pense que pour être internationaliste, je suis très heureux d'avoir ma carte de citoyen du monde, qui ne m'a pas été... Je ne l'ai pas demandé, on me l'a donnée. Hein. Et... je pense que pour être citoyen du monde, il faut être aussi au moins régionaliste. Il faut être individualiste pour comprendre l'autre et comprendre la vie en société. Aimez-vous les uns les autres en commençant par vous-même. Vous ne pouvez pas aimer les autres. C'est pour ça qu'il est très difficile d'aimer Dieu, parce que quand on ne le connaît pas, hein, j'admire ceux, ou alors on fait Dieu à l'image de soi-même. Mais alors ça, bon, oui, c'est ce qui arrive assez souvent. Mais donc dans cet espace géoclimatique qui recueille, je dirais, des hommes qui, au cours des siècles, ont établi une langue, une culture, un comportement, l'État veut
de façon coercitive et par la force, établir des lois valables pour tous, dans un hexagone par exemple. Et je dis souvent que quand même, vous savez, on s'en souvient encore, nous en Vendée, je suis vendéen. Et pour faire admettre aux Vendéens, on a cru que c'était qu'ils voulaient défendre leur curé et leur noble. Pas du tout, c'est une jacquerie, parce que les petits bourgeois sont emparés de leurs terres et qu'ils n'étaient pas contents. Bon, on a divisé leurs terres, le bien des nobles a été redistribué au type qui faisait petits mouchoirs à Cholet, alors que le gars qui travaillait la terre, lui, il a été dépossédé de ça. Bon. Il s'est révolté, c'est donc une jacquerie. Mais on a tué 500 000 hommes pour leur faire admettre liberté, égalité, fraternité. Et je dois dire que au début, ce n'était pas fraternité. On ne le dit pas. C'était liberté, égalité, propriété, parce qu'on avait redistribué la propriété. La propriété était vraiment l'élément fondamental de la lutte. Donc, je veux dire aussi une chose, c'est que on ne dit pas souvent qu'il est possible. C'est pour ça que je dis qu'il faut repenser l'État. Actuellement, il est impossible de vivre en autarcie pour une région. Je le vois pour le Québec, où je suis presque québécois. Et pour le Québec, c'est pareil. Ils savent bien qu'ils sont sur le continent américain et qu'ils ne vont pas, et qu'ils vivent avec des anglo-saxons. Bien. Ils demandent simplement que les rapports économiques, culturels, linguistiques, politiques, ils aient, eux, l'autorisation de dire comment ils les conçoivent, sans que la Constitution valable pour tous les États soit appliquée à tous les États et à eux en plus, alors qu'ils ont, s'ils sont une ethnie et qu'ils ont une patrie, alors voilà, nous sommes différentes. Bien. Il ne s'agit pas de s'isoler, il s'agit de savoir comment on peut vous donner la parole pour expliquer ce que vous voulez. Alors que l'État, lui, tel que nous le concevons actuellement, est un État coercitif qui oblige tout le monde à obéir aux mêmes lois. Or, on ne dit pas que, par exemple, on fout toute cette lutte pour l'école privée et l'école laïque. Bien. Je serais plutôt pour l'école laïque, j'ai été toujours à l'école communale puis au lycée, donc... Mais est-ce qu'on sait que en Alsace-Lorraine, parce qu'elle a été en compétition entre l'Allemagne et la France pendant des siècles, les curés, les rabbins et les pasteurs sont payés par l'État. Alors, donc il y a des moyens dans des régions qui appartiennent au même hexagone, au même État, de faire, suivant ce que veulent les gens et désirent les gens, non pas des concessions, mais établir des rapports qui soient différents. Or, il y a quelques années encore, souvenez-vous, on apprenait aux petits noirs, et nos instituteurs ont alphabétisé, on apprenait aux petits noirs du Sénégal que leurs ancêtres étaient les Gaulois, et pendant le même moment, on interdisait aux Bretons de parler le gaélique. Alors, c'est ça l'État qu'il faut supprimer. Par contre, il faut imaginer un autre État dans lequel il y ait suffisamment de combinatoires, je dirais, d'ajustements réciproques pour qu'il n'y ait pas des lois valables pour tout le monde, mais par région, je dirais presque par village, par communauté, par ethnie. Alors ça paraît anarchique, mais c'est un autre ordre. Un ordre qui peut aller plus loin, qui sera passager encore, et on trouvera sûrement d'autres choses après. Mais on ne peut pas en sortir autrement. Henri Laborie, j'aimerais vous reprendre sur ce que vous venez de dire. En parlant de régionalisme ou de nationalisme, justement, est-ce que ces gens qui revendiquent une certaine autonomie ne veulent pas reproduire exactement la même chose, c'est-à-dire un État, avec tous les rapports de dominance, tous les rapports de hiérarchie que l'on retrouve dans l'État le grand, c'est-à-dire par exemple la France, et ne veulent-ils pas créer un État breton ou un État corse ou un État basque, c'est-à-dire reproduire le même schéma? Oui, sans doute. Et peut-être, je permets, peut-être est-ce qu'on ne peut pas, puisque vous disiez, on peut laisser donc les gens faire leur expérience, est-ce qu'il serait peut-être dommage de laisser les gens faire une expérience étatique dans un certain coin de la planète et d'autres personnes faire une expérience, je dirais, anarchiste dans un autre coin de la planète? Est-ce qu'il y aura justement pas risque de conflit entre les uns et les autres? Alors, là vous atteignez le dernier niveau d'organisation. Je pense que le socialisme ne peut être, socialisme entre guillemets, ne peut être que planétaire ou pas. Tant qu'il y a des États qui rentreraient en compétition avec d'autres États, j'ai eu l'occasion de le dire à cette antenne d'ailleurs, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.
les États dominants sont toujours ceux qui ont le plus grand nombre d'individus à leur disposition parce qu'ils ont statistiquement plus de chances de tomber sur des découvertes technologiques avancées. Et j'ai aussi dit ici, et je le répète, le laser n'avait peu de chances d'être trouvé en République d'Andorre et en Liechtenstein. Donc, tant qu'on limite par des frontières des structures de relations économiques, culturelles et politiques, sans les généraliser à la planète, il y aura toujours compétition entre des États ou entre des blocs d'États avec des États dominants, les plus nombreux, et des États satellites qui devront être très contents d'être les satellites de l'État dominant. Bien. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est part d'une notion bien banale de théorie des ensembles, si vous voulez. Un ensemble est fait d'éléments. Une société est faite d'individus, un individu est fait de cellules, les cellules sont faites de molécules, disons. Bien. Il y a des niveaux d'organisation. Et il serait absurde de vouloir que tous les éléments ethniques participant à un ensemble qui les englobe soient identiques avec les autres éléments ethniques de cet ensemble. Chacun peut garder ses caractéristiques. Et au bout, au niveau de la planète, vous aurez un ensemble cohérent de diversité. On ne fera jamais pousser de bananes chez les Inuits et on ne fera pas d'huile de phoque à Dakar. Bien, chacun a sa place sur cette planète. Bien. Mais, à partir du moment où un groupe humain prétend que s'il fait des armes, c'est de sa propriété, et que s'il fait des marchandises, c'est sa propriété, et que c'est pas celle de l'ensemble des hommes de cette planète, à ce moment-là, c'est là où ça marche plus. Et où on limite ça à des frontières. Bien. Alors ce qui peut être imaginé aussi, en tant que biologiste des comportements, je le prévois, supposer qu'on fasse un État planétaire. Et vous aurez encore là-dedans des essais de recherche de dominance, parce qu'il y aura des gens qui vont s'élever dans une hiérarchie. Alors là, il y aura encore une étape, ce serait déjà un progrès, remarquez, ne serait-ce que l'Europe, qui serait à égalité dans les grands blocs compétitifs actuels. Déjà, ce serait un progrès lent, mais je pense que cette création d'un ensemble planétaire n'empêchera pas que dans cet ensemble, qui ne sera plus ni un ensemble régional ou national, il y aura encore des compétitions interindividuelles et intergroupes. Elles auront au moins un caractère, c'est que ne pourront plus utiliser des armes. Bon. Si on abordait un peu la criminalité, je sais que c'est assez important. Bah oui, tout le livre est fait pour aboutir à ça, d'ailleurs. Quand même. Alors là, je crois que, et si je le dis, c'est parce que j'ai pris des sources. Pas moi qui l'ai fait, ça. Si je le dis, c'est parce que j'ai pris des sources bibliographiques sur des quantités de travaux basés sur des statistiques extrêmement sérieuses et indiscutées. Et à l'inverse de ce que tous les mass-médias nous font croire, et là on aura peut-être intérêt tout à l'heure à savoir pourquoi les mass-médias qui sont entre les mains des pouvoirs, je ne dis pas qu'elles seules, surtout actuellement, tentent de nous faire croire que la criminalité est en croissance, en augmentation. Criminalité, j'entends bien. Quand je parle de criminalité, c'est le meurtre, le crime de sang. Entre individus. Entre individus. Entre individus. Je ne parle pas de la guerre, je parle entre individus. Or, ça, toutes les statistiques nous montrent que depuis 2 siècles, elle a diminué des 2 tiers, au moins. C'est un fait. On ne peut pas aller contre les faits. Alors, non seulement elle n'augmente pas la criminalité, elle diminue, mais diminue d'une façon considérable. Seulement, autrefois, quand il y avait un meurtre dans la région du Gard, les gens qui étaient à Paris ne savaient pas. Actuellement, s'il y a une petite fille qui est violée dans un coin des Causses, immédiatement, à toutes les séances de télévision et de radio, pendant 3 jours, on entendra parler. Bien, donc il y a diffusion d'informations, mais il n'y a pas augmentation de la criminalité. Ce qu'il y a augmentation, oui, d'une chose, qu'on appelle la délinquance. Pourquoi? Parce que de plus en plus, une société marchande, celle dans laquelle nous vivons, met sous les yeux des gens la façon dont ce qu'ils doivent posséder pour être heureux.
Comment voulez-vous être heureux sans avoir la R5 ou la Super 5, sans avoir la chaîne IFI, sans avoir pas moi, les biens de consommation. Tous les gadgets qui font notre vie. Ouais, ouais. Bon, alors, si vous n'avez pas l'argent pour vous le payer, vous allez le prendre, bien sûr. Vous irez même, quelquefois, cette délinquance pour aller exceptionnellement jusqu'au meurtre, pour se procurer l'argent, pour se procurer ces trucs-là. Vous voyez, même les parois des autobus sont couvertes d'affiches. Il faut reconnaître au pays socialiste, il n'y a pas de publicité. C'est déjà un progrès, ça. Bon, on n'a pas envie quelque chose parce qu'on ne vous propose pas. Bien. Alors, pourquoi la criminalité est-elle diminuée? Et là, nous revenons au langage. Un autre, alors ça, un travail d'un sociologue de Lyon, qui a passé sa thèse de sciences d'ailleurs récemment à Paris, dont je fais partie du jury, qui s'appelle Bessette, qui fait une étude très soigneuse de la criminalité, montre justement que les couches sociales dans lesquelles elle existe encore, et plus abondamment, dirais-je, sont toutes des couches sociales dans lesquelles on ne sait pas parler. Si la criminalité, et je pense que dans les phénomènes vivants, dans les processus vivants, il n'y a jamais une cause qui produit un effet. Ça, je ne fais que le répéter depuis 30 ans. Et donc, il ne faut pas, dans ce que je vais dire, croire que la cause de la diminution de la criminalité tient dans ce fait que, non. Il y a de multiples causes. Mais l'une de ces causes, ces multiples facteurs dont nous ne les connaissons pas tous, l'une de celles-là, importante, et je crois, et je suis convaincu par ce que dit Bessette, le fait qu'on n'a pas appris aux gens à parler. On les a scolarisés. Avant, qu'est-ce que c'est que le langage? C'est un moyen de communication, c'est un moyen d'action. On parle et on agit sur le cerveau de l'autre, en transformant le cerveau de l'autre, bien sûr, à votre avantage. Bien. Donc tant qu'on parle, on ne se tue pas. Et plus on parle, moins on se tue. Il suffit de voir, même au milieu et à la fin du siècle dernier, les luttes ouvrières se terminaient souvent par des morts. Vous me direz que hier encore, on a tué des syndicalistes. D'accord. Enfin, on le sait, alors qu'il y a quelques années, ça se passait par centaines ou par milliers sans qu'on sache. Bon. Et pourquoi? Oui, parce que les luttes syndicales, au vent de se casser la gueule avec le patronat ou la bourgeoisie, le prolétariat parle. On lui a appris à parler. Pas toujours très bien. Je suis entendre M. Krasuki, il va falloir que c'est pour un orateur très doué. Mais il parle, il peut s'exprimer, dire son opinion. Donc, le langage est un moyen très efficace d'action qui permet de diminuer la criminalité, c'est-à-dire l'agressivité interindividuelle et même intergroupe. Maintenant, ce même langage a aussi un gros défaut, c'est qu'il fournit des alibis, non plus aux individus, parce que l'avocat, si on prend les avocats, c'est qu'ils savent mieux parler que l'individu qui est le criminel. Ce n'est pas aux individus qu'il fournit un alibi, ce langage, c'est aux États, qui a toujours une bonne conscience avec un discours logique pour expliquer pourquoi l'allemand, le Bosch, ou le Krouille, ou le Viet, ou le Bicot, etc., c'est l'objet à rejeter, la différence, et qu'il n'est même plus un homme, il n'a même plus le rôle d'homme, il faut le tuer. Et justement, le racisme n'est que ça. Écoutez Le Pen actuellement, il a un discours logique qui convaincra des quantités de gens alors qu'il est absurde, ce discours. Enfin, n'entrons pas dans des discours politiques. Il est absurde, et cependant il a un discours logique qui va convaincre des quantités de gens. Alors, à la fois le langage, qui n'est qu'un moyen d'agir, est un moyen de diminuer la criminalité et d'augmenter celle des États, parce que alors celle-là, tant que l'efficacité des armes augmente, bah, elle augmente aussi. On tue sur toute la terre, chez Pinochet, en Afghanistan, partout, on tue, et toujours avec la bonne raison logique étatique qui dit on a raison. Si la violence interindividuelle diminue, la violence entre États augmente, Henri Laborie. C'est pas en disant il a toujours existé, ça va continuer, on ne la fera pas disparaître, qu'on la fera disparaître. Hein, bon. Or,
il faut avouer quand même que quand on voit les cérémonies du 11 novembre, j'y regarde toujours avec beaucoup d'attendrissement, je pense qu'1 600 000 hommes sont morts. Pourquoi? On est copains comme cochons maintenant avec les Allemands. C'est vraiment notre grand allié. On se crache dans la bouche, on s'échange des marchandises, etc. Et on a fait tuer 1 600 000 hommes. Peut-être que c'était obligatoire, je veux bien, mais enfin, j'ai l'impression qu'on aurait pu s'en passer quand même pour arriver à ce point où nous en sommes. Bon. La dominance s'établit entre les États par une technologie avancée, des armes plus évoluées, et à partir d'une énergie et d'une matière première que vous allez voler ailleurs, je dis bien voler, puisque nous sommes entre États. Si c'est pas chez vous, il faut bien que vous la preniez ailleurs. Donc on la vole, on ne la paie même pas. Henri Laborie, j'aimerais revenir sur le terrorisme. D'ailleurs, je crois avoir eu l'occasion de le dire ici, je fais partie des non-violents. Alors, terroriste ou pas terroriste, toute violence me semble ridicule et inefficace en plus. C'est ça, bien. On en parlait hors antenne, une efficacité de... Je crois que c'est inefficace. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'entre deux types de violence, non pas que je les excuse plus l'une que l'autre, il y en a une que je comprends mieux que l'autre. C'est au niveau de la compréhension, c'est Voilà. vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant, effectivement, il y a les terrorismes d'État, si vous voulez. Et comme vous le disiez, là, certains États font du terrorisme pour déstabiliser d'autres États ou d'autres blocs d'États. C'est pas ce type de terrorisme-là, moi, qui me... Et ce terrorisme-là va retomber. C'est déjà des gens qu'on n'entend pas. Les Palestiniens, on ne les entendait pas. Hein. Bon. Et la seule façon qu'ils ont eu de se faire entendre, c'est le terrorisme. Bien. Et puis il y a d'autres terrorismes qui sont... un terrorisme de déstabilisation d'une structure sociale, qui sont des anarchistes violents, si vous voulez. Et je pense que ça, c'est... je les comprends. Mais c'est pas payant, c'est pas rentable. Les gens devant angoissés parce qu'ils ne savent pas comment agir, contre-agir là-dessus, hein, vont se rejeter les bras ouverts dans les bras ouverts de l'État, et avec sa police et son armée. Donc ils vont s'aliéner un peu plus par trouille du terrorisme, ça, d'accord. Mais d'autre part, ce qu'il faut dire aussi, c'est que oui, enfin, la violence est inefficace, et qu'un acte humain, pour moi, n'est valable, et presque, je dirais, quotidiennement, journellement, n'est valable quand il est, comment dirais-je, quand il a pour finalité, non pas l'individu que nous sommes, non pas seulement, non pas le groupe auquel nous appartenons, la classe à laquelle nous appartenons, le pays auquel nous appartenons, mais si à chaque fois que nous agissons dans la vie, nous disons est-ce que ce geste, est-ce que cette action est valable pour l'humanité tout entière? Si nous avons des doutes, c'est que le geste n'est pas valable. Tout jugement, toute pensée qui n'est pas planétaire est pour moi rétrécie au niveau d'un sous-groupe humain, donc une réduction, une falsification de ce qu'on peut appeler l'humanisme. Et Dieu sait si on parle d'humanisme. Combien d'humanismes contemporains sont des humanistes planétaires? Il y en a très peu. Ils sont pour une morale, la leur, pour une religion, la leur, pour une tolérance, la leur, pas celle des autres. Et finalement, le monde qu'ils préconisent est un monde fait pour eux, mais pas fait par la planète, pour l'humanité. Henri Laborie, pour conclure, j'ai un auditeur qui m'a envoyé une lettre avec une question à vous poser. Voilà, cet auditeur me demande, me propose de vous demander de développer ce que vous dites dans la dernière page de La Colombe assassinée et dans votre série de Pourquoi. Et plus précisément, le livre donne un espoir, même faible, de faire disparaître la violence intraspécifique de l'homme. Mais y a-t-il espoir de réduire ou d'expliquer la violence interspécifique, ou bien celle-ci constitue-t-elle une fatalité absolue? C'est bien pour ça que je vous remercie, cet auditeur. Il fait venir les larmes aux yeux, parce que effectivement, c'est la chose la plus dramatique. Je termine en disant la dernière phrase du livre, c'est univers de mon cœur, et que ça veut dire univers de mon cœur, c'est que j'aime bien vivre dans cet univers. Mais univers de mon cœur, tu m'exaspères, parce que je comprends pas effectivement comment, je l'ai déjà dit d'ailleurs au cours de cette émission,
comment cette planète est un immense charnier où la survie d'une espèce, des individus d'une espèce, ne peut se faire que par la mort, la douleur et la souffrance d'une autre espèce. Le faucon a son surmulot, mais la vache a son herbe. L'herbe est un être vivant. Tout n'est que absorption de photons solaires, c'est ça finalement. L'absorption de photons solaires par l'intermédiaire de la photosynthèse et de bouffer l'autre pour pouvoir vivre. Et ça, alors là, ça montre que notre sentiment humain de justice, et ça ne dépasse sans doute pas la hauteur de nos cheveux, et que la conscience universelle qui peut exister, je n'ai pas de preuve scientifique qu'elle n'existe pas, qui serait l'espace et le temps, cette conscience universelle, nous n'y participons absolument pas. De même que ma cellule hépatique ne participe pas au discours que nous avons tenu aujourd'hui. Alors Henri Laborie, j'espère que ça va bien fonctionner. Je suis très heureux. L'avantage de la radio, c'est qu'on ne peut pas vous envoyer de tomates sur la figure.